Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, c'est une configuration très particulière. J'ai contacté des amis, cinéphiles, comme on dit dans le jargon populaire du milieu cinématographique. Vous les connaissez, il y en a deux d'entre eux qui ont déjà participé à des émissions sur Microciné. Les deux autres, ça c'est en devenir. Et je les ai contactés pour qu'ils viennent parler d'un film qui est sorti le 20 octobre dernier, un film suisse qui s'appelle La jeune fille et l'araignée, réalisé par un binôme de deux frères, Ramon et Sylvain Zurcher, j'espère que j'ai bien prononcé leur nom. Et ce film que je trouve, qui est distribué par Wena Pitch, qui est une société de distribution qui était déjà venue chez Microciné pour parler de quelques films qui sont sortis récemment, une société de distribution très importante. Et d'ailleurs, je remercie Gilles Yoncan pour l'aide qu'il m'a apporté pour concevoir cette émission. Merci beaucoup, Gilles. Donc, ce film qui m'a énormément bouleversé, plu. J'avais envie d'en parler, mais aussi d'écouter d'autres confrères ce qu'on appelle salement ou mollement le YouTube Game. J'ai envie de dire plutôt des compagnons comme ça de route. Lucas, Pierre, Michael et Artopolis. Lucas Rebois et Artopolis ils ont une chaîne qui s'appelle le Scope, le podcast, avec Borat entre autres. Ils étaient déjà venus pour parler de Johnny Hallyday dans le cinéma. On en avait parlé. Bonjour Lucas, bonjour Arto. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour. Très bien. Ouais, ça va. Nickel. Bon, et puis il y a Pierre et Michael qui font partie de la table en Formica, avec qui j'ai dialogué hier d'ailleurs sur Shyamalan. Donc l'émission, vous la verrez d'ici quelques jours, et je leur avais demandé de revenir, en tout cas pour parler de ce film. Merci beaucoup pour d'avoir accepté cette invitation. Comment allez-vous alors ? Bien, voilà, ça va très bien, ça va très bien. Bon. Alors, l'idée, c'est comme je leur disais hors caméra, c'est vraiment qu'ils prennent le temps de me dire un peu comment ils se sont réappropriés ce film. On n'est pas dans un jeu d'avoir aimé ou non, mais c'est plutôt peut-être de donner comme ça des petites pistes de réflexion, et moi je suis impatient de les écouter, mais aussi de partager quelques pistes avec eux. Mais en tout cas, c'est leur émission, ils le savent, et donc ça me fait extrêmement plaisir. La première question est alors déjà, j'ai envie de dresser un peu le tableau pour savoir de quoi ça parle. Et comme j'ai toujours été très mauvais, mais alors très mauvais pour raconter les synopsis des films, je vais tout simplement de manière assez facile prendre le dossier de presse et lire juste les quelques premières lignes pour qu'on comprenne un petit peu, qu'on ait comme ça une idée, un aperçu de ce que le film va nous donner. Alors, il y a deux personnages, il y en a trois, mais il y en a deux femmes. Lisa déménage et Mara reste. Et alors qu'on transporte des cartons, repeint les murs et monte des armoires, un curieux manège de désir prend son envol. Un film catastrophe, tragicomique, une ode poétique au changement et à l'éphémère. Quand on entend ce petit court synopsis, j'ai envie de dire que ça ne dit rien, vraiment rien du film finalement, et parce que le film c'est vraiment autre chose. Et la première question que j'aimerais vous poser, vous prenez la parole, hein, je suis pas là pour dire qui prend ou pas, mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous avez terminé le film, quelle a été votre première sensation ? Est-ce que moi, ma première sensation, c'était la sensation de flottement. J'avais l'impression comme ça d'être que le temps était suspendu et que je flottais dans la pièce où j'avais vu le film, et donc une sensation un peu particulière, pas malsaine, pas méchante, mais une sensation et non pas euphorique, mais quelque chose de l'ordre de l'indicible. Et vous, quelle a été votre première sensation en découvrant ce second film des frères Zurcher ? Allez, Lucas peut-être, qui est à côté de moi. Allez, Lucas. Alors, mais j'ai eu, pendant une sensation de flottement pendant quelques minutes après le film, le temps de sortir du film, parce que c'est conçu un peu, j'avais un peu l'impression d'être pris dans une danse avec cette musique en plus répétitive. Il y a Voyage qui revient dans le film, un peu pour rythmer le film. Et oui, j'avais cette impression de flottement, mais en même temps un peu
d'avoir été pris dans un tourbillon de sentiments, de quelque chose qui m'avait emporté et d'en sortir. Après, un peu brutalement, je trouve, parce que je suis un peu resté sur ma faim avec le film. Mais en même temps, il y a ce côté un peu tranche de vie, très, comment dire, on voit un petit bout de vie des personnages pendant ce déménagement, et en fait, c'est à nous de, le film continue à vivre en fait après le visionnage. On imagine tout ce qui se passe pour les personnages, tout ça. Et oui, je dirais ouais, cette sensation de flottement, un brin quand même de déception de quitter ce monde, mais sinon, oui. Mais c'est un monde, quand tu dis une déception de quitter ce monde, serait plutôt, comment tu pourrais le qualifier ce monde? C'est un monde, c'est un moment comme ça, ou c'est un moment poétique, ou Oui, ça serait voilà, quoi? c'est un moment poétique, puis il y a quand même, c'est plutôt beau comme film. Enfin, il n'y a pas de, on va dire, on pourrait dire un petit peu, c'est un film gentil, quoi. Il y a pas, il y a, c'est un, même si il y a des histoires qui sont plutôt tristes, au final, le film est quand même relativement joyeux et relativement, il nous emporte, comme je disais, dans une danse qui est pas désagréable. Est-ce qu'il y a est-ce que vous retrouvez aussi cette sensation de danse? Alors, hormis la musique, effectivement, parce qu'il y a deux musiques qui reviennent continuellement, j'allais dire sans cesse, mais plutôt continuellement, et ça on va en parler après, parce que j'ai une question à vous poser par rapport à ces deux musiques qui sont complètement différentes, et qui finalement peut-être se rejoignent aussi, mais ça on va en parler après. Mais est-ce qu'il y a comme ça eu cette sensation de danse, comme le dit très bien Lucas, que vous avez aussi retrouvé? De ballet même. De ballet, parce que c'est le ballet de la vie, et en plus, ce qui est formidable dans le film, moi, que j'ai vu 2 fois, du coup. J'ai eu l'occasion de le voir 2 fois. Et, et en fait, c'est ce personnage principal qui peut caractériser, donc qui permet en plus l'identification et l'implication. Alors moi, j'ai aucun problème de base avec les films qui se permettent aussi de ne pas permettre, enfin de rejeter l'identification au personnage. J'aime bien aussi quand il y a de la distance. Ça peut être passionnant, la distance. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans ses yeux, quoi. En plus, elle a un regard fou, cette actrice, on en parlera, mais elle est incroyable, cette actrice. Elle a un regard. En plus, ses yeux bleus qui évoquent la mer, évidemment, sont magnifiques. Et on dit Les souvent. yeux bleus. Comment? Non, Pardon? j'ai pas relevé. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. J'avais pas relevé qu'elle avait les yeux bleus. Ah, Je sais c'est plus. assez. Ils sont bleus, c'est ça? On est d'accord. C'est un bleu vraiment marin, très foncé. Et on dit souvent que les yeux sont miroirs de l'âme, mais moi je pense que c'est un peu ça dans le film, puisque moi ça m'a fait beaucoup penser à quelque chose que je retrouve de chez Lars von Trier, qui est ces personnages qui sont les personnages au corps d'or dans cette trilogie au corps d'or. J'ai pas arrêté de penser à Björk en fait dans comment il s'appelle le film? Dancer in the Dark. Ouais, Dancer in the Dark. J'ai pas arrêté de penser à ça en fait parce c'est un personnage assez étrange parce qu'elle a des réactions très très violentes parfois. Elle peut aligner quelqu'un comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même une scène qui est assez forte où elle compare l'amour d'un homme à une mouche et hop, elle écrase la mouche et dit maintenant plus personne ne peut t'aimer. Moi, je trouve que la scène est assez. J'étais totalement silencieux après cette scène-là. Je la trouvais horrible et en même temps fascinante parce que elle a une espèce de. En même temps, elle est déshumanisée parce qu'elle a une absence de sentiment, c'est-à-dire qu'elle a une absence de. Elle est dans le flottement, en fait. Un peu. C'est celle qui. C'est un petit peu le canard noir, enfin, le vilain petit canard qui est en dehors de la danse. Elle ne danse pas comme les autres. Elle est vraiment dans son truc, dans son monde. Et c'est elle qui mène la danse, un peu. C'est elle qui mène la danse, paradoxalement. C'est ça, c'est le meneur de danse. Et en même temps, c'est celle qui est totalement dans sa mécanique. C'est-à-dire que c'est elle qui va
retirer une paille d'un gobelet et le gobelet va saigner, littéralement. Et en même temps, c'est elle qui va être toujours là, qui va mener le regard aussi, parce que c'est vraiment ça, tout est construit autour de son regard. Et pareil, quand elle évoque des souvenirs, c'est la même chose. Donc en fait, à la fin, j'ai eu cette espèce de sentiment de mélancolie, qui est peut-être lié à la musique d'ailleurs, à Voyage, Voyage. D'ailleurs, j'ai une confession à faire, moi j'aime bien cette musique. Elle est totalement kitsch, mais j'aime bien. En fait, elle évoque un truc, c'est-à-dire que mon père, il balançait, quand j'étais petit, une playlist des années 80 et toutes ces années 80 variétés françaises, et j'arrêtais pas d'écouter en boucle cette chanson. Donc c'était assez rigolo. Et en fait, il y a un sentiment de mélancolie à la fin aussi, surtout avec ce plan final, moi, que je trouve assez fou, où elle disparaît comme un fantôme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, surtout au deuxième visionnage. La première fois, j'étais un peu distant, parfois un peu froid. Je n'avais pas désapprouvé le film, au contraire, mais au deuxième visionnage, il y a plus d'émotions qui ressortent, je trouve. Le film est assez beau et assez étonnant. En plus, c'est un film qui est construit entièrement en plan fixe. Et ça, c'est un truc qui est assez rare parce que aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plein de critiques français qui reprochent au cinéma français d'être statique et de ne pas profiter de mouvements de caméra fous hollywoodiens à la grue, etc. Mais moi, j'aime bien aussi les plans fixes. J'aime bien la science du plan fixe et ça. Et là, c'est la preuve que le plan fixe peut avoir un impact total. En plus, c'est pas des plans fixes géométriques. Hein, c'est pas du tout à la Wes Anderson. On n'est pas dans cette obsession de cadrage parfait. On est au contraire dans quelque chose de très intimiste. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, vraiment. Alors ça, ce que tu viens d'évoquer, la caméra statique et le fait qu'il y ait que à côté de cela, il y a effectivement une forme de l'ordre de statique, mais qui a quand même une mise en scène extrêmement dynamique. Ça, on va en parler juste. Ça, c'était prévu. Ça, c'était prévu pour qu'on en parle ensemble. Pierre ou Michael, cette sensation, est-ce que vous partagez la même sensation que Lucas ou Carto après avoir vu le film? Pas la même sensation. Moi, en fait, j'ai pas la même sensation que quand j'écoute de la musique ou je reviens dans danse. Après avoir écouté, j'aime bien la sensation de silence, en fait. Le silence après la musique, j'aime bien. Et je pense que le premier truc que j'ai fait après avoir vu le film, c'est juste regarder la pièce dans laquelle je suis. Parce que c'est un truc qui m'a marqué dans le film, c'est ce travail de l'aspérité du petit détail. Par exemple, on a un cadre, que des cadres statiques, et dans ce cadre, on va avoir une araignée qui grimpe sur le mur. Et on va avoir plein de petits détails qui déforment un peu le cadre. Et même à la fin de scène de début, quand ils sont dans l'appartement en train d'aménager tout ça, la scène finit sur un plan d'un robinet qui fuite, d'un cutter pas fermé, de plein de petits détails laissés en suspens, de plein de petites choses. Et en fait, c'est pour ça, après, ça me donne envie de regarder les petites fissures dans mon mur, les petits points noirs qui traînent quelque part, comme pour essayer de redécouvrir la pièce dans laquelle je suis. Voilà. Parce que c'était vraiment ce que je trouvais passionnant dans le film, c'est regarder comment est-ce qu'il met des petites aspérités dans son cadre pour laisser un peu de la liberté. D'accord. Mais est-ce que ces aspérités dont tu parles, ces détails que tu évoques, qui sont peut-être pas forcément des détails, mais plutôt des coups de lion dans la narration, oui. Est-ce que ce serait plutôt des coups de lion dans la narration, plutôt? Je vois pas dans quel sens tu veux dire ça, par exemple. Pour donner un peu plus de force au rythme du film et surtout pour faire en sorte que les caractères, en fait, c'est pour renforcer le sentiment à ce moment-là du personnage dans la scène, avec ces petits moments de, comme tu appelles, d'aspérité. Est-ce que ce serait ça? On va prendre un exemple parce qu'il faut parler toujours du film. L'exemple, c'est tout au début, pratiquement au début, quand elle est dans la salle de bain, je crois, et qu'elle entend le chien qui est donc derrière la porte, et il y a un moment où elle donne un coup comme ça avec son poing contre la porte. Ça peut être aussi un détail, mais moi, pour moi, ça donne quelque chose. Ça
prolonge, ça renforce à ce moment-là ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Pas forcément lié au chien, mais plutôt par rapport à la situation inconfortable dans laquelle elle est en train d'évoluer. Est-ce que ces moments, ces aspérités que tu évoques, mais judicieusement parce que je les trouve importants dans ce film-là, est-ce qu'il y aurait un lien très fort avec l'idée aussi de renforcer un sentiment que les personnages auraient du mal à dire ou à montrer. Et donc, il y a ces détails-là qui sont un peu anodins, certainement, mais qui sont très importants finalement. Je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est tout le cas pour le personnage principal. Et notamment, il y a un parallèle que je veux faire, c'est avec les araignées qu'on voit sur le mur à des moments. C'est-à-dire que moi, le personnage principal pose une araignée sur le mur. Et sur le plan, on la voit toujours sur le mur faire sa vie pendant que le plan se déroule. Et en fait, j'ai envie de mettre ça en parallèle avec un autre plan. Quand la mère de sa colocataire qui emménage arrive dans l'appartement, l'héroïne est à la fois au milieu du cadre et au milieu de la pièce. Et les gens vont pour lui parler et la saluer, mais elle reste statique, elle n'interagit avec personne. Voilà. Et en fait, il y a vraiment cette idée de la construire elle-même comme une aspérité dans le cadre, c'est-à-dire qu'elle est là, mais pas vraiment. C'est comme une araignée dont on a conscience de la présence, mais voilà, mais on la regarde pas vraiment. Et j'ai l'impression, mais d'un côté, parce que on essaye de lui dire bonjour, de la saluer, c'est juste elle qui reste statique dans un coin comme si elle n'était pas là. Donc j'ai l'impression qu'elle se pose elle-même comme une aspérité dans le cadre, en fait. Qu'elle essaye elle-même de se construire comme l'araignée qui traîne sur le mur, comme ça. Donc je pense que oui, il y a un parallèle à faire entre ces petites aspérités et le caractère des personnages. Exactement. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? Alors, comment je me sortais, pour revenir à la question initiale, comment est-ce que je me sentais en sortant de la salle? Alors, j'ai été voir le film juste après un après-midi d'examen, où j'avais englouti je l'ai été voir après un après-midi d'examen à 19h30, après avoir juste englouti un sandwich le midi, donc pour commencer, j'avais faim. Mais plus sérieusement. Alors, je l'ai vécu d'une manière assez particulière, très personnelle. Le film, et ça c'est en partie lié avec les préoccupations que j'avais sur le moment cinématographique et avec la salle dans laquelle je l'ai vu. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un film qui travaille énormément l'espace. C'est un film qui donne énormément corps à l'espace et du coup l'espace dans lequel j'ai vu le film a eu une influence profonde sur la manière dont je l'ai vécu. Alors, où est-ce que, en fait, j'ai vu le film dans une salle parisienne, le Reflet Médicis, qui se trouve rue Champollion, là où il y a, en l'occurrence, c'est une rue où il y a 3 cinémas enchaînés dans la rue, le Champeau, le Reflet Médicis, c'est la Filmothèque du quartier latin. Et c'est la première fois que j'allais au Reflet, mais il se trouve que j'ai passé une bonne partie de mon été dans les salles du Champollion pour leur rétrospective Wong Kar-wai, qui est un réalisateur qui me touche très profondément. Et il se trouve que Wong Kar-wai est aussi un réalisateur qui donne énormément de corps à l'espace et aux objets. Et donc, finalement, le fait d'être dans cet espace où j'ai découvert, juste à côté de là où j'ai découvert Wong Kar-wai, confronté à un film qui travaille différemment, mais aussi à sa manière les espaces, ça fait que les Wong Kar-wai et la jeune fille et l'araignée se sont entre guillemets entrelacés pendant la séance émotionnellement. Et sachant qu'en plus le film a en fait le film c'est probablement pas volontaire, très très probablement pas volontaire, mais quand on essaie de creuser quelque chose qui pourrait ressembler un peu à Wong Kar-wai, on a cette photographie qui laisse beaucoup de part aux lumières assez colorées. Finalement, ça m'a fait un peu penser niveau photographie à un film qui est sorti l'année dernière, en 2020, je crois, Ondine, qui était sorti l'année dernière, avec cette photographie qui, d'un côté, est assez sobre, assez réaliste, mais il y a quelque chose, les couleurs très simples ressortent beaucoup. On a l'impression d'être dans un univers coloré où on n'a pas poussé la saturation à fond, mais où les couleurs existent. On a du jaune, du bleu, du vert. Enfin, il y a une existence des couleurs subtile, mais quand on s'y concentre, finalement, c'est assez vif et assez chaleureux presque d'être dans cet univers juste un tout petit peu plus coloré que la normale.
Et ça m'a fait penser du coup au travail des couleurs de Wong Kar-wai qui lui il pousse beaucoup plus à fond, hein. mais ça, mais les émotions que j'ai ressenties de Wong Kar-wai du coup ont peut-être fait ressortir ces couleurs un peu plus vives. Et puis il y a la fin du film. Pour moi, la fin du film avec cette voix off du personnage de la dame de la femme de chambre qui bascule en voix off dans son monde. Ça, pour le coup, ça m'a fait énormément penser à Wong Kar-wai aussi, cette manière de changer de point de vue, d'ajouter, de changer, de basculer sur une nouvelle voix off politique. Ouais, il y a toutes ces petites, il y a tous ces petits détails en fait qui n'ont probablement rien à voir avec le cinéma de Wong Kar-wai dans l'esprit des frères Zurcher, mais qui chez moi ont résonné de cette manière-là. Il faut savoir aussi que c'était une période où je préparais des choses pour la table en Formica, que ce soit notre entretien sur Shyamalan ou notre futur podcast à venir sur Bruno Dumont. Et finalement, du coup, pareil, en fait, la jeune fille araignée, voilà, c'est là que je veux en venir. C'est un film qui se repose, je trouve, qui se construit sur le non-dit. C'est tout, en fait, toutes les relations, toutes les émotions des personnages reposent sur des non-dits. On ne dit jamais vraiment les choses et ça impose en quelque sorte au spectateur de faire un pas vers le film, d'aller s'immiscer lui-même, de se projeter dans le film en espérant une réponse. Et finalement, en quelque sorte, ça pousse le spectateur, voilà, j'allais le dire, à construire en quelque sorte sa toile émotionnelle en rapport avec le film. Comme si, pour moi, pour Michael, et je valide sa lecture, même si je ne l'ai pas lu comme ça, pour Michael, c'est le personnage principal, l'araignée. Pour moi, c'est presque le spectateur, l'araignée, qui se balade dans la toile que construit le film et qui est mis lui-même en fait en relation avec sa toile émotionnelle intime. Pour ça, typiquement, les longs plans sur les regards, ça m'avait fait beaucoup penser au cinéma de Bruno Dumont, à la manière dont on se projette dans les regards des personnages chez Bruno Dumont et on communique en se projetant dans les yeux de l'autre. Et puis, il y avait aussi, évidemment, cette histoire d'appartement avec une galerie de personnages haut en couleur. Ça m'a évidemment fait penser à La jeune fille de l'eau de manière très personnelle. Surtout que le titre du film, La jeune fille et l'araignée, m'a évidemment, en tant que grand admirateur de La jeune fille de l'eau, fait penser au film immédiatement. Donc voilà, finalement, c'est un film... qu'est-ce que j'ai ressenti en sortant de la salle? J'ai envie de dire que c'est un film qui m'a mis en relation face à face avec ma toile émotionnelle intérieure et qu'est-ce que je ressentais à la fin du film? Peut-être de la gratitude pour l'expérience qui me fait vivre. Ça, c'est beau. Est-ce qu'il y a des... Je t'en prie, vas-y Nico, je t'en prie. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec cette lecture, c'est-à-dire que ce qui m'a énormément plu, et c'est intéressant le parallèle avec Dumont, parce que je pense que Dumont et beaucoup de cinéastes se sont énormément inspirés aussi de La Passion Jeanne d'Arc, où dans La Passion Jeanne d'Arc de Dreyer, il y a cette volonté de créer vraiment une cassure avec le visage et comment le visage va être lourd de sens, en fait. Qui est quelque chose hérité évidemment de l'expressionnisme allemand. Et j'ai trouvé ça très fort en fait dans le film La jeune fille et l'araignée, parce que tous les visages sont en même temps dans leur propre temps, dans leur propre capsule de temps. D'ailleurs, je pense que c'est un film qui aurait beaucoup plu à Tarkovsky, parce que ce qui était important dans Tarkovsky, c'est que le temps doit exister dans le plan, et comment le temps doit pouvoir se manifester. Et je trouve que le film arrive à faire ça, c'est-à-dire que le film n'a pas peur de faire des plans super longs sur un visage qui regarde l'écran, qui nous regarde. Et d'ailleurs, ça contribue à créer en même temps une forme d'angélisme envers ce personnage. Il y a un truc, je sais pas, je trouve qu'il iconise pas mal, alors qu'elle est silencieuse, alors qu'elle est pas forcément toujours très humaine dans ses comportements. Bah, elle a quelque chose de profondément magnétique, en fait. Ouais, elle a quelque chose de magnétique, c'est ça, tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose qui nous amène vers elle automatiquement. D'enfantin aussi, c'est une petite fesse, c'est une enfant, en fait. Oui. Oui. D'enfantin. Oui, d'enfantin, tu as raison, c'est un enfant. D'ailleurs, la façon dont elle... Par exemple, quand elle verse ce café sur le chien, on se demande pourquoi tu fais ça. Et en fait, il n'y a pas de raison à expliquer. Ça fait plaisir quand même de voir un film qui s'autorise de ne pas donner de raison.
Parce qu'on est dans un... Moi, c'est un truc qui me gave vraiment dans une partie du cinéma, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait une raison pour les gestes. Alors qu'en fait, les gestes qu'on peut faire nous-mêmes, on peut nous-mêmes ne pas les comprendre, en fait. Ça peut être indicible, le geste humain. Et moi, je trouve que le film arrive à représenter ça dans cette espèce de danse de personnages, quoi. Après, ce genre de personnage un peu barré, un peu enfantin, je trouve quand même que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans ce genre de cinéma bourgeois, justement, où, je sais pas, si je prends des exemples, on sait pas dans le même style, mais si tu prends par exemple, euh, merde, comment il s'appelle le film de Jeunet, là? Ah, Amélie Amélie Poulain? Poulain. Ah, Ouais, par exemple, Amélie Poulain, tous ces trucs-là, ou même, je pense à d'autres films d'auteurs d'Europe du Nord, où, justement, ce cinéma, je trouve, bourgeois avec c'est peut-être une critique du coup que moi je ferais justement ils ont un peu rien à dire, ils sont un peu chiés donc tu as ce personnage euh, un peu barré, un peu qui n'existerait pas dans la réalité en fait ce personnage enfantin qui va casser des trucs, mettre son petit grain de sel, provoquer un peu de chaos au sein d'une histoire qui est trop propre parce qu'on dirait l'appartement enfin c'est pas un vrai appartement, quoi. Un truc de démonstration Ikea, quoi. Tout est propre, tout est bien couché, même pour une soirée, quand même, Les un cahiers du désordre. cinéma ont utilisé l'analogie avec Ikea dans leur critique. Ah ouais, Ouais. je l'ai pas lu, tu vois, mais Et cette histoire de euh, chaos, c'est aussi cette histoire de chaos organisé dans l'appartement, c'est aussi quelque chose d'évoqué par les réalisateurs. C'est un terme non, non, évoqué mais par les réalisateurs dans leur interview dans les cahiers. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est assez proche de la vision que les réalisateurs ont de leur propre film. bah, je pense que c'est fait exprès, mais justement, ce que je reprocherais, ce serait que tu comparais avec Tarkovsky, vous parliez de Dumont. Alors, je pense, ne serait-ce qu'en termes de découpage, je pense que Tarkovsky aurait détesté, hein, parce que le film, pendant que vous parlez, moi, je prends des petites notes pour rebondir, pour éviter de vous couper la parole, et je fais ça sérieusement. Tu parlais au début de la caractérisation, de tout ça, des détails. Et je trouve que justement, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve évidemment formellement, parce que dans le film, en tout cas, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a aucun plan d'ensemble, que c'est toujours des plans rapprochés et que c'est en fait par fragments de détails. Parce que tu disais, Pierre, que le film était d'un point de vue neutre. Je pense que non, on est vraiment du point de vue du personnage euh, de, de, de l'héroïne, parce que Alors, on a j'ai cette pas dit que c'était d'un point de vue neutre. Je Enfin, je veux valide dire qu'on que est du point de vue du personnage. Je valide totalement qu'on est dans le regard du ok. personnage, mais pour moi, Ouais. on est plutôt on n'est pas dans les yeux du personnage, on est en face à face avec le personnage, ce qui nous pousse à nous projeter Ouais, dedans. Mais en tout cas, totalement. cette fragmentation vraiment de l'espace est à l'opposé complet du cinéma de Tarkovsky, qui va être plus, parce que tu parlais de laisser vivre le temps. Oui, mais là, on est vraiment dans un découpage qui va être, mais c'est aussi la force du film, ça va être de faire vivre l'espace à partir de détails, en fait, parce qu'on n'aura jamais de vision d'ensemble, à part ce plan, le plan d'ouverture, qui est un, un plan, enfin une feuille avec le plan de l'appartement. À part ça, sinon, qui est peut-être une clé des réalisateurs qui a été mise pour, voilà, vous avez le plan, maintenant vous visualisez le truc et on vous Mm. balance dans l'espace par cette fragmentation, ces plans rapprochés, ces longues focales qui écrasent un peu les perspectives qui font que ces personnages sont, même s'ils interagissent ensemble, ils sont souvent, soit ils sont isolés en petits groupes, soit ils sont vraiment seuls. Et il y a toujours ce jeu, parce que vous parliez des regards, quelque chose qui m'a marqué pendant le film, c'est que à chaque fois qu'il y a des personnages qui se rapprochent, il y a toujours ceux, d'un seul coup, ils se font surprendre et il y a ce regard vers le hors-champ, en fait. On sent un personnage qui regarde vers le hors-champ, on sait qu'il se passe quelque chose, et là, ça va être le contre-champ avec un autre personnage, et il y a toujours ce jeu avec très segmenté avec le hors-champ, avec ces personnages qui interagissent entre eux tout en étant un peu incapables de communiquer, qui se retrouvent du coup formellement euh, avec la réalisation et le découpage. Mais du coup, oui, je pense quand même on est à l'exact opposé de Tarkovsky ou Dumont Pas Dumont forcément, parce que... qui reprend les théories de Tarkovsky, parce que Tarkovsky, c'est des longs plans
c'est favoriser le plan large, le plan séquence au gros plan qui justement, enfin, il y a cette idée de laisser comment dire, de laisser le, le spectateur en fait découpé au sein du cadre via son attention, là où le film est quand même te concentre bien plus ton regard, mais c'est aussi pour que tu sois du point de vue de ce personnage qui, je pense, on dit qu'elle est dessinatrice et on voit ses dessins. Rien que la façon dont ça dessine, c'est toujours concentré sur des détails du visage qui est jamais couplé, tout ça. Je pense que oui, il y a ce côté vraiment, on s'intéresse avec les yeux d'enfant de l'héroïne qui se concentre sur des détails, qui fait des petites conneries à droite à gauche et qui du coup va un peu mettre le grain de sel, va semer un peu le chaos au sein de cet appartement Ikea bien trop propre et bien trop bien rangé. Alors, juste une chose, il va y avoir des réactions visées par rapport à ce que vient de dire Lucas, il n'y a aucun souci. Donc, réagissez. Ensuite, j'aimerais rebondir sur ce que disait Lucas par rapport à l'architecture, par rapport au décor. Ah oui. Et vous proposer quelque chose, une théorie. Il y a ça. Et puis troisièmement, rebondir sur autre chose que a dit Lucas et qui est pour moi important, c'est sur ce qu'il lui reproche, qu'il a appelé communément un film bourgeois. On va reprendre certains détails que j'ai lus ici et là et qui sont pour le coup. Oui. Alors ça, il y aura réaction, ça, je le sais, et qui sont donc ces détails-là très identifiés ou identifiables dans un certain pan du cinéma, peut-être européen, voilà. Donc, je laisse les réactions par rapport à ce que vient de dire Lucas. Ne restons pas trop sur Tarkovsky, même si c'est génial, je suis content, mais restons un peu sur le film. Voilà. Donc, allez-y, réagissez, et puis ensuite, moi, je pose les deux questions et on fera autrement. Juste une parenthèse, du coup, pour répondre parce que l'analogie avec Tarkovsky n'était pas théorique, mais purement en termes de style. Mais après, Tarkovsky aime bien se contredire aussi, parce que quand on voit le miroir, c'est dans le miroir, tout le film est concentré sur les personnages, c'est que des gros plans, globalement. Hein. Même quand il fait des plans d'ensemble, il peut pas s'empêcher de faire Par exemple, il y a un plan qui ouvre le miroir où c'est un plan qui tourne autour du personnage de cette femme et qui se concentre sur ses cheveux. Enfin, incroyable plan d'ailleurs. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, en fait, elle attend son bien-aimé. Oui, voilà, elle attend son bien-aimé. Avec le chino. Incroyable cette scène. Je me suis endormi devant. Ça ouvre le film, hein. C'est pratiquement. J'étais fatigué. Oui, ça m'a pas marqué. Je dis ça pour emmerder Anthropolis parce que. Oui, et il est mort là. Voilà, la mort en direct pour reprendre un film de Tavernier. Voilà. Je t'en prie. Mais justement, moi, le parallèle que je faisais avec Tarkovsky, c'est parce qu'il avait dit que tout doit exister dans le plan. Et je trouve que vraiment dans le film, c'est ça en fait, tout existe dans. Même il y a quand même quelque chose qui est intéressant chez Tarkovsky et qui m'avait marqué dans ce film-là, c'est qu'on avait parlé des plans de coupe, enfin des plans où on filme le temps qui s'arrête avec l'eau qui coule, etc. C'est quelque chose qui est quand même très présent chez Tarkovsky. Tu es peut-être d'accord avec moi, Samir, par rapport à ça. Je ne sais pas si tu approuves. J'espère ne pas te dire bêtise. Ça fait longtemps que j'ai pas revu un Tarkovsky. Et en fait, il y a ça en fait chez Tarkovsky quand il fait par exemple quand il filme par exemple l'eau qui coule dans le miroir, qui coule incessamment d'ailleurs, qui a un truc très présent chez lui. Bon, évidemment, on pense à la séquence de la pluie de Stalker. Bon, c'est pas un gros plan évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il y a une forme de... Alors, c'est pas un cinéma... Moi honnêtement, ce film-là, je rapprocherais plus de Bergman, en fait. Oui, je pensais aussi plus à Bergman. Mais justement, c'est pour ça que je disais que ça aurait pu plaire à Tarkovsky, puisque Tarkovsky aimait Bergman. Oui, mais pour le coup, tu vois, je pense que la principale différence se joue dans le fait que Tarkovsky ou Dumont sont quand même des cinéastes plus proches de la nature quoi, que ça. C'est vraiment un film, et on va de toute façon, on en parlera plus tard, mais c'est vraiment un film de... je dis ça pour le caractériser, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est un film de bobo urbain, vraiment. C'est un film d'appartement. D'où ce côté aseptisé
aseptisé Ikea, quoi, là où on est loin de la nature de Tarkovsky ou de la Côte d'Opale de Dumont, quoi. Mais Évidemment. je pense- Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que ma comparaison n'était pas théorique, elle était purement de style. Et je trouve que ce qu'il arrive à faire en termes de temps dans les plans, c'est quelque chose qui, moi, me plaît en termes de sensibilité chez Tarkovsky. J'ai retrouvé ça, en fait, cette sensation que, et par rapport à ce qu'il disait, que le temps dans ce film-là existe et n'est jamais fragmenté. Il y a cette impression vraiment qu'on vit en la journée, en fait. Alors que c'est sur plusieurs moments. Je sais plus si dans le film c'est une journée entière ou pas, mais en tout cas, on a l'impression de vivre une journée avec les personnages. Bah, il y a Et une ça, nuit, après, Il y a ça se une passe nuit, sur hein. 2 jours, quoi. il y a une nuit, mais ce que je veux dire, c'est que on est en temps réel, quoi. Il y a cette impression d'être en temps réel constamment. Je sais pas si d'autres ont ressenti ça, mais moi, j'avais l'impression d'être constamment là et de ne pas ressentir de coupure de temps. Et c'est ce Alors, qui m'avait plu, justement. pour le temps réel, on va en parler juste après. Ah, bah, Donc, parfait. juste après. Je spoil les sujets, mon Tu Dieu, ne- c'est Pas terrible. du tout, ça prouve on est bien connecté. Non, j'ai très envie effectivement qu'on parle de tout cela et donc c'est pour ça que parfois je me permets et j'en suis Oui, mais t'as vraiment raison. désolé de T'as vous raison. interrompre, mais est-ce qu'il y avait d'autres réactions, Michael ou Pierre, vis-à-vis de ce que disait Lucas sur Tarkovsky, sur tout ça? Alors, je sais que les frères Zurcher sont très inspirés par le cinéma de Robert Bresson. Il y a de cela Ah, aussi. oui. Et Ça m'étonne pas. il y a Ça m'étonne il y a pas. quelque chose de cet ordre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais après, avant que vous réagissiez, c'est marrant parce que quand tu parles, Lucas, de cette architecture, de ce décor, étrangement, ça me fait. Alors, j'y n'y aurais pas pensé si je n'avais pas fait l'émission avec Raphaël Newer et Jean-Marie Samoki sur Richard Linklater, qui a été diffusée hier, mais où on parlait comme ça de ces moments. C'est un cinéaste de moments, Richard Linklater, et j'ai l'impression que sans dire que ce film-là, La jeune fille et l'araignée, lorgne du côté du cinéma de Linklater, pas du tout. Mais c'est vrai que dans cette et ça rejoint aussi ce que disait Michael par rapport aux aspérités, par rapport aux détails, mais aussi à ce que dit Artaud sur des choses qui peuvent arriver comme ça, qui n'ont pas de sens, et en même temps, qui ont un sens, mais qu'on n'a pas besoin de justifier. Et alors, Oui. pourquoi? En fait, pour moi, j'ai cette impression que ce sont tout simplement il y a cette architecture qui fait que ce que représentent ces décors a des répercussions sur la moralité de ces gens-là, sur leurs gestes aussi, et sans être effectivement dans l'explication de quelque chose. Mais ils sont mus par une force invisible qui, à ce moment-là, les entraîne vers l'acceptation de ce qu'ils ressentent entre eux, et aussi parfois de désirs insoupçonnés. Est-ce que ces décors-là, ces appartements-là, seraient peut-être une connexion entre les souvenirs et les promesses? Donc, ce qui veut dire quelque chose de l'ordre du passé, quelque chose de l'ordre un peu du présent qui débouche sur autre chose. Et est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a cette connexion-là? Donc, il y a un côté souvenir, un côté une promesse de quelque chose, et ça formerait, ça ajouterait quelque chose, une force complètement indescriptible qui les pousse tous à réagir autrement, différemment, et surtout à s'accepter là pour le coup. Bah, tu vois, Samir, ça fait un peu, ce que tu dis, ça fait un peu penser justement au sens du travail des espaces hongkongais chez Wong Kar-wai, justement, qui est toujours, où ces personnages se placent toujours dans des phases de transition où on peut faire le miroir chez Wong Kar-wai avec la transition de l'identité chinoise vers la promesse de l'identité hongkongaise. Et chacun de ces personnages se place toujours dans un présent de l'entre-deux, et les transformations et reconfigurations de l'espace vont mouvoir les personnages dans la transition de leur identité et dans l'acceptation d'une nouvelle identité. Et en même temps, ce qu'ils vont laisser derrière eux, peut-être, c'est dans les instants présents des émotions, des morceaux de leur identité dans des objets. En fait, il y a un travail de l'objet aussi chez Wong Kar-wai qui est très important, où dans les objets triviaux, on va mettre une charge émotionnelle de l'instantané que les personnages vont laisser derrière eux. Ce qui me fait penser d'ailleurs au film américain de Wong Kar-wai qui est très basé là-dessus, avec c'est My Blueberry Nights, avec ses clés
avec le pot à clé où les personnages laissent leur relation dans une clé qui laisse barre. Et finalement, La Jeune Fille et l'Araignée, c'est ça aussi que je voulais. Et La Jeune Fille et l'Araignée fait aussi, il y a des instants, lors des scènes musicales, on a ces inserts successifs sur des objets où finalement on a l'impression comme si d'un récapitulatif de toute la séquence qu'on vient de voir, où les émotions sont juste laissées disperser dans ces objets sur lesquels on fait des inserts qui vont cristalliser en quelque sorte les émotions que viennent de vivre tous les personnages pour passer vers la séquence suivante où de nouvelles émotions prendront forme et seront cristallisées de nouveau. Et l'espace aussi, et du coup donc il y a ça dans les objets, et bien évidemment l'espace, ça rejoint un peu ce que je disais sur Wong Kar-wai, parce qu'en effet, pour moi l'espace est en effet, déjà c'est finalement, on assiste à un déménagement qui est en soi un espace de transition entre un passé, des souvenirs qui seront justement dans le non-dit toujours, parce que sa coloc en fait, la coloc, on ne sait pas si elle est, on sait pas si c'est sa coloc ou son ex en fait. On a un peu des doutes, il y a une tension entre les deux qui s'établit, et finalement, on a une transition entre des souvenirs qui ne seront jamais explicités et une promesse qui est pareil, assez trouble, mais on sent quand même, on sent que le mouvement du film, c'est ce mouvement de transition qui s'opère par la reconfiguration d'un espace. C'est-à-dire la transition d'un appartement à l'autre et la construction d'un nouvel espace qui accompagnera une nouvelle vie. Personnellement, je trouve ce procédé, je suis d'accord avec toi sur ce procédé du décor qui est un symbole des personnages qui évoluent, mais que ce soit... Bon, il est différent chez Wong Kar-wai et dans ce film, mais que je leur ferai le même reproche, le deux, c'est qu'au final, ça sonne quand même relativement factice, parce que là où tu disais que, Samir, que les réalisateurs s'étaient inspirés de Bresson, je trouve que là où Bresson arrive à toucher une grâce vraiment naturaliste et profondément, comment dire, arrive à vraiment à toucher quelque chose de profondément vrai. Je trouve que dans ce film, mais peut-être on en reviendra avec l'aspect peut-être cinéma petit bourgeois un petit peu avec ce gimmick, tout ça qui revient, au contraire profondément factice, et ça m'a pas dérangé parce que le film a cet aspect poétique un petit peu comme un conte, quoi. Mais à titre personnel, je sais pas, hein, je dis ça pour provoque, mais quand j'ai fait des déménagements, en fait, si on filmait mes déménagements, si on filmait mes relations avec les gens autour de moi, évidemment, ça ressemblerait pas. Je pense que personne. Le réel est très important pour toi, j'ai l'impression, Lucas. Pardon de t'avoir interrompu, mais le réel est. J'ai l'impression que tu demandes, tu lui demandes. Non, pas beaucoup. C'est pas le mot adéquat. Il y a quelque chose que tu demandes à ce film. J'ai cette impression. Après, je peux me tromper. Hein, si je m'en suis trompé, j'en suis désolé. Par rapport au réel. Je lui demande pas parce que dès le début, j'ai bien vu la distance poétique qu'il a par rapport au réel. C'est plus quelque chose. Le film est honnête vis-à-vis de ses intentions et de ce qu'il veut faire. C'est peut-être plus à ce niveau-là un problème personnel qui a fait que j'ai bien aimé le film, mais qui m'a pas non plus transcendé plus que ça, parce que je trouve que c'est un bon moment, qu'il y a cet aspect poétique qui nous emporte, tout ça, mais c'est pas quelque chose qui va marquer. J'ai pas l'impression que c'est comment dire, mais je pense, si tu veux qu'on parle de l'aspect bourgeois du film, autorisant, on en reparlera après, donc je vais garder ce que je veux dire pour D'accord. Si je peux me permettre une remarque, justement, je pense que on est tous d'accord pour dire que le réel n'existe pas au cinéma. Et il n'existera jamais. Et oui, non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, d'ailleurs, le film, dès le début, dès le premier plan, des premiers plans qui ouvrent le film, assume totalement cette part de fantasme. D'ailleurs, de toute façon, c'est un film qui est, comment dire, qui est plus incertain qui est réaliste, puisque c'est un film qui
qui est un peu théâtral dans sa... J'aime pas ce terme, mais qui est un peu théâtral dans son fonctionnement. C'est-à-dire que c'est une scène où il y a des gens qui déambulent voilà, dans la pièce. Donc, c'est une rentrée de personnages qui a un procédé très théâtral, puisque au théâtre, on fait rentrer les personnages comme on veut. Hein. On peut les faire rentrer d'en dessous, on peut les faire rentrer d'à côté, on peut les faire rentrer de l'autre côté de la salle, du fond. Et là, c'est un peu ça, parce qu'en fait, d'ailleurs, les rentrées de personnages sont très, très intéressantes parce qu'elles sont totalement incohérentes. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas d'où ils viennent. Vraiment, il y a quelque chose. On dirait des fantômes d'ailleurs. Il y a même un moment où il y a un gamin qui dit maintenant, je ressemble à un fantôme. Je trouve qu'on dirait des fantômes parce que moi, au contraire, je trouve qu'on dirait plus. On parlait de l'aspect Ikea et tout à l'heure, je trouve qu'on dirait plus des Playmobil, des jouets d'enfants qui évoluent dans un environnement très Il y a de aseptisé. ça aussi. Ouais, bah, alors, j'ai envie de dire, pour moi, en fait, la jeune fille Arénix, ça va aussi avec le procédé formel de fragmentation des plans par le montage. Pour moi, c'est un film, c'est un univers de fiction bricolé qui assume son bricolage et ça, ouais, c'est un film qui se bricole en direct. Ouais, mais t'as raison. Mais ça me du sens, c'est un film qui assume sa facticité. Et justement, moi, si j'aime le film, c'est justement pour sa facticité. Ouais. C'est un film qui dit je suis factice, mais je me bricole comme une maison de Playmobil. Et moi, j'aime beaucoup ça, ce sentiment de construction qui, en plus, les personnages Playmobil, d'ailleurs, ça va un peu avec le côté... avec le côté bressonien, dans le sens, dans la dimension de l'automatisme dans le comportement des personnages, il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'enchaînement automatique dans les gestes et les comportements qui pareil, ici, fait penser un peu à des espèces de, si je puis dire, de robots humains, de poupées humaines, de pantins humains qui finalement vont défiler dans cet énorme ballet qui est issu de l'imaginaire de deux frères qui bricolent leur univers en direct et qui nous emmènent dans leur petit bricolage. Et en plus, moi, je trouve que ça a beaucoup de charme. Est-ce que cette facticité assumée, c'est pas aussi trahit pas au final la poésie, parce que si on parle, on parlait de Tarkovsky, mais justement la poésie que devrait véhiculer le film en tant qu'œuvre d'art. En nous rappelant sans cesse, en nous remettant face à son concept de découpage, avec ces gros plans, ces détails permanents, est-ce que il n'y a pas un côté petit malin aussi dans cette... mais moi j'ai déjà fait des films de petits malins et ça n'a jamais été un défaut. Moi, je trouve ça au contraire. Je trouve que quand quand ça marche bien, le bricolage... Quand le concept de petit malin fonctionne bien, je trouve ça au contraire très ludique. Peut-être aussi parce que j'ai un tempérament de petit malin, mais je trouve ça pas. Je dirais pas que c'est un mauvais film, mais tu vois, il y a ce côté peut-être trop sage et trop justement qui touche pas. Oh. Je trouve que le film n'atteint jamais. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film. J'ai passé un moment, mais ça n'a pas été un film qui m'a profondément marqué aussi, parce que je trouve qu'à aucun moment il arrive à toucher la grâce qui arrivait. Bon, après on parlait évidemment de grands réalisateurs, mais qui arrivent à atteindre un Bresson, un Tarkovsky, tous ces réalisateurs-là qui arrivent justement à dépasser, à transcender le film lui-même, en fait. Là, tu passes un moment dans le film, c'est ludique, toi, comme tu dis, mais t'es pas transcendé, t'es pas, on va dire, c'est pas un film qui va arriver à toucher au fond le fond de ton âme, tu vois, comme peuvent le faire les plus grands réalisateurs. Et c'est un peu... de toute façon, à chaque fois, on revient à l'aspect peut-être un peu bobo du film, mais cet aspect, il y a pas de... quelque chose qui m'a marqué dans le film, c'est qu'il n'y a pas de personnage qui semble souffrir réellement, ou en tout cas... même les personnages qui sont en souffrance, je pense par exemple à la colocataire un peu bizarre, ou c'est toujours montré de façon avec beaucoup de détachement et beaucoup de poésie, justement, et comme si c'était pas si grave et quelque chose d'un peu atypique et qui faisait partie de ce monde un peu merveilleux. Et je trouve, moi, c'est quelque chose qui, pour le coup, m'agace un peu. Ils font ce film que j'ai bien aimé, hein, vraiment, je l'ai apprécié, mais est loin d'être
un grand film, quoi. C'est un bon film qui m'a fait passer un bon moment, mais est-ce que je m'en suis sorti bouleversé? Est-ce que c'est un film qui a réussi à toucher quelque chose? Je trouve pas, et c'est dommage parce que je pense que le film cherchait à atteindre cette grâce que par l'artificialité en fait de son procédé, il atteint jamais vraiment. Ça reste voilà un travail de bon élève, mais pas quelque chose Hmm. qui me touche. Après, c'est très personnel. Alors, Michael, je vais me Michael, permettre de répondre. Michael, s'il vous plaît, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Oui, oui, Donc, bien sûr. vas-y, je t'en prie. Ah, mais surtout, ça tombe bien, j'avais envie de répondre. Mais j'aime beaucoup cette remarque de bon élève et ça va beaucoup me servir pour développer ce que je veux dire. C'est, dans un sens, je suis d'accord. Dans la figure de bon élève du film, de bien construire un film avec des idées, tout ça. Mais j'ai envie de dire que le film, en fait, il parle justement de ces structures et de l'envie de la dépasser. Et je vais prendre l'ouverture du film. L'ouverture du film, c'est un plan architectural de l'appartement dans lequel ils aménagent, qui est un plan très carré, mais vraiment chiant. Hein. Enfin, je veux dire, l'appartement est vraiment carré, c'est un cube. Et après, il y a un bug informatique qui fait que tout est déréglé et ça n'a plus aucun sens. Et ça en reparle dans le film. Et en fait, tout au long du film, du coup, l'interprétation que je fais des petites aspérités que crée le personnage principal, des petits moments de chaos, percer le café, verser le café sur le chien, tout ça, c'est comme pour essayer de recréer un bug informatique qui crée de l'aléatoire dans ce truc très carré, très statique. Parce Oui, que mais ça reste. ouais, je finis parce qu'en fait, il y a un truc de la staticité, Vas-y. par exemple, tu parlais à un moment des relations. Dès que deux personnages se rapprochaient, il y avait un troisième personnage hors champ qui apparaissait et qui les séparait, qui les bloquait. Donc au final, dans le film, il n'y a aucune relation qui évolue vraiment parce qu'elles sont toutes bloquées, elles sont toutes comme statiques en fait. Chaque personne est statique, cantonnée dans un petit coin et ils n'arrivent jamais réellement à se fusionner. Et je trouve qu'il y a vraiment cette idée en fait de parler de ce cinéma, limite de cinéma bourgeois, comme tu le disais, de petites cases, de petites très strictes, voilà, aussi narré par plan fixe, et dans ce plan fixe, d'essayer, si ce n'est le créer, de parler du moins du chaos, du bug qui peut s'insinuer pour là créer de la poésie, mais la poésie incontrôlée. C'est ce qui est aléatoire. C'est comme les surgissements, il y en a parsemé des plans qui n'étaient pas prévus, et là c'est tombé, c'est magnifique. Je pense à Cléo de 5 à 7 quand quand ils sont, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, donc quand ils sont dans le magasin de chapeaux et que là il y a la fanfare qui débarque dans le reflet de la vitre. Voilà, c'est pas prévu et ça a été gardé au montage. Eh ben moi je trouve que le film il parle de ça en fait, il parle de cet imprévu poétique. Mais là, je trouve Alors, que justement. il le recrée pas, mais il parle de cette volonté de le faire. Oui, mais voilà, mais poétique. c'est trop aseptisé en fait. C'est trop aseptisé au final Ah bon et artificiel, je trouve. Eh oui, mais même, je sais pas en Hein. fait. Enfin, Même dans la caractérisation des personnages, je trouve, il y a quelque chose qui sonne vraiment faux pour moi, qui fait qui me met une distance face au film en fait, que j'ai l'impression que le film voudrait que je ressente de l'empathie, alors qu'au final. Les personnages, bon, l'héroïne évidemment n'est pas et à ce côté un peu sale gosse qui vient foutre la merde sans être très caractérisé à part ça, ce côté espiègle mais tous les autres personnages en fait je trouve qu'aucun ne sonne vraiment très juste parce qu'il y a cette euh, tout est tellement il y a cette volonté de faire du non-dit avec les regards tout ça mais je trouve que ça sonne quand même trop aseptisé en fait pour qu'on sente quelque chose de vivant réellement dans le cadre et même les petites conneries café, percer le café, tout ça, c'est c'est la façon dont c'est cadré, la façon dont c'est découpé en fait me fait juste, je trouve, ouais, aseptisé, on dirait mais une sorte de volonté de recréer en fait des conneries que pourraient faire des enfants, mais de façon trop contrôlée, très. La part, en fait, c'est un film, comme tu dis, sur le chaos, l'imprévu qui peut venir de la vie, mais en même temps, ce film ne laisse jamais, en fait, dans son cadre, ces éléments réellement exister, en fait, ne laisse pas de part à l'imprévu, comme tu dis, tout est trop maîtrisé, trop Ben, contrôlé, justement, trop parce que aseptisé. Je c'est le trouve qu'au contraire. au final, c'est dommage parce que les réalisateurs, en fait, vont
comment dire, trahissent un peu le propos de leur film et, euh, et comment dire, pour moi, ça fonctionne pas en fait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Entre le fond, la forme. Alors, J'ai alors, envie de dire, avant justement. que je place quelque chose et ensuite cette petite chose est dans la continuité. Donc, c'est-à-dire que ce que vous allez, vos réactions qui à venir là auront une connexion avec cette petite chose que je vais placer. Lucas, est-ce que c'est parce que parce que j'ai lu aussi l'article d'un critique de cinéma français qui commençait par le fait que on peut on peut être, comment dire, pas déstabilisé, mais ennuyé dès qu'on entre dans le film par une configuration extrêmement familière, et que l'on trouve très souvent dans un cinéma européen, on va dire ça comme ça. Et il disait, par exemple, toujours un mix entre une musique classique et une musique pop, entre des non-dits, entre des regards lointains, entre des personnages qui sont dans l'incommunicabilité, entre une manière aussi de filmer constamment en gros plan, voire un peu en plan rapproché, mais jamais en plan large, et aussi, surtout par l'économie de moyens, c'est-à-dire donc les 3 unités. Hein, et puis, est-ce que quand tu rentres dans le film, et ensuite, Michael, Pierre et Artaud, vous pouvez réagir aussi à ce que va dire ou ce qu'a déjà dit Lucas. Est-ce que, Lucas, quand tu rentres dans le film, tu te dis, bon, ça va, ça je connais, mais il faut que je vois autre chose là. Il faut autre chose. Il y a Est-ce qu'il eu y a un cette peu idée-là? ça, hein. Comme tu dis, de l'ennui. C'est vrai que dans le film, bon, il est quand même, il dure qu'1 heure et demie, donc c'est pas non plus interminable, mais il y a eu un ou deux moments où ouais, je regardais ma montre, je me ok, c'est ce côté, oui, ça a commencé, je me suis tué, j'ai soufflé du nez, quoi. Après, je trouve qu'il y a quand même des caractéristiques qu'on a évoquées depuis le début, ce travail, on va dire, de l'intérieur, de l'espace, tout ça qui est quand même assez original, qui est propre au film. Mais oui, il y a au début, on va dire, premier quart d'heure, le temps que je me fasse au film, que je comprenne qu'il veuille me dire et tout, entre ce que tu disais, l'aspect film d'auteur européen, mais en plus aussi dans le personnage, tu sais, le côté espiègle, tout ça, typique de genre de cinéma, de personnage un peu qui vient, un peu qui a un comportement d'enfant, un peu fou, tout ça. Je me suis dit, bon, après, devant le film, c'est passé, et à la fin du film, j'ai quand même passé globalement. Bon, là, c'est en fait, je l'ai regardé, j'ai été le voir hier soir, et quand, comment dire, en fait, c'est, j'ai dormi après, j'ai pas réfléchi tant que ça au film, mais c'est là, en fait, en discutant avec vous, que je repense à tous ces détails. Si vous voulez, en fait, j'ai l'impression, plus j'en parle avec vous, moins j'apprécie le film, en fait, alors que à la base, j'avais quand même bien aimé, mais j'avais, justement, en sortant du film, j'avais pas réfléchi tant que ça, et je me suis dit, il y a quelque chose qui manque, ouais, comme, ce qui m'a ennuyé, en fait, devant le film. Et je me suis dit, peut-être que ça vient de moi, j'ai cherché, mais euh, même s'il y a quand même des moments où je me suis laissé emporter dans la globalité, c'est pas un cinéma qui je trouve est très humain en fait. Paradoxalement, là où il veut en fait parler de l'humain, des relations, je trouve que c'est d'une froideur en fait glaciale au final. De par Après, l'artificialité et la distance qu'il met. Après, si je peux me permettre une petite réponse, une remarque assez brève, mais un petit peu provocatrice, c'est mon côté provocateur, j'ai envie de dire. En fait, d'une certaine manière, si je comprends bien, tu reproches au film d'être une espèce de défilé de Playmobil qui n'arrive jamais à transcender leur statut de Playmobil d'un point de vue spirituel, en quelque sorte. Non, même pas. Non, non, parce que les personnages n'ont pas vocation à être autre chose. Non, je trouve juste que voilà, que la vie, le film veut parler de la vie et que la vie, c'est pas ça. Que la vie, Ouais, mais c'est pas, Mais c'est un peu une vie dans une ça maison de ressemble pas à Playmobil, ça. quoi. J'ai envie de dire, Non, mais ouais, j'ai même envie de dire, tu vois, que ce soit en tout cas, comment je vois la volonté d'un réalisateur, c'est dans ce décor très particulier, très aseptisé, de faire évoluer des personnages, des rencontres, du désir, du chaos, tout ça. Mais t'as personne jamais qui
qui va s'énerver, personne qui Aussi. Oui, non, mais c'est pas, attends, c'est pas dire, oh là là, bon, ça m'énerve là, tu vois, c'est pas, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que tout est trop gentil, y a aucun personnage négatif, aucun personnage mal intentionné, tout est dans cette volonté d'avoir une dimension poétique, Oui, gentille et propre, ça qui va me, avec ce que je voulais. En fait, ça moi, s'incruste dans ce que je voulais dire. C'est un peu, ouais, c'est un peu c'est un peu un jeu de Playmobil qui reste toujours, oui, mais sauf que le film, gentillet et qui se transcende jamais. Mais j'ai envie de ouais, dire, mais moi, le film a vocation à dire quelque chose sur la vie, je bah, pense. mais moi, en Voir, fait, j'ai envie de dire, si le film me plaît, c'est aussi, ok, c'est peut-être que peut-être que les personnages, c'est des petits Playmobil gentillets, qui sont leurs petits ballets, sympathiques de deux réalisateurs peut-être un peu sages, mais moi, j'ai envie de dire, j'aime bien les Playmobil, ils ont une bonne tête, hein. ouais, Ça me mais suffit. tu sais, je pense Et après Lucas, pardon, j'aimerais bien aussi écouter Nico, qui, à mon Ouais, avis, mais trépigne vas-y. d'impatience de dire quelque... Non, non, mais Lucas, vas-y, Non, non, vas-y, je t'en mais prie. Non, non, j'ai, c'était juste... c'est un peu, tu sais, c'est un peu mon rôle parfois de, voilà, de faire ouais, ça. ouais, Donc non, c'est mais vrai. j'avais Mais, pas. ah non, 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 Lucas, Non, au mais contraire, continue. bah, C'était... Vas-y. écoute, moi, l'aspect Playmobilesque dont on parle depuis tout à l'heure, cet aspect vraiment, même le côté espiègle de l'actrice. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est ça, par contre, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le début, c'est le physique de l'actrice, Et son justement, charisme, sa présence à l'écran. Ça, c'est quelque chose qui, elle, c'est dès le début, m'a quand même. Il y a quelque chose qui m'a attrapé, mais qui très vite m'a lâché dans le film parce que je trouvais que c'était, comment dire, peut-être que dès le début, ils posaient toutes leurs cartes et qu'après, dans le film, il n'y avait plus grand-chose à exploiter. Mais comment dire, cet aspect, même dans l'aspect espiègle du personnage, c'est trop gentil, trop aseptisé, trop artificiel en fait. Et pour moi, tout sonne au final artificiel, même si c'est un ballet qui est très désagréable à regarder, c'est très propre, c'est très gentil. Mais je pense que le réalisateur voulait dire quelque chose sur la vie, et pour moi, peut-être que ça parle à des bourgeois suisses urbains, tout ça, mais à titre personnel, ça m'a vraiment, ça m'a, je me suis pas retrouvé, j'ai pas trouvé quelque chose qui a vibré en moi devant le film. Mais, on tourne un peu en rond depuis tout à l'heure, donc vas-y Nico. Alors, j'aimerais bien écouter donc Nico, puis ensuite Michael et Pierre, et ensuite, pardon, je vous poserai une question. Il restera à peu près deux, trois questions, dont deux sur le rapport de la musique avec la mise en scène, ça on en avait parlé un peu dès le départ, et le temps réel dont tu parlais Nico. Donc ça sera la deuxième question, et puis la troisième, ce sera une forme de conclusion. Donc allez-y. Je t'en prie. Bah, je suis totalement en désaccord avec ça, parce que, comment dire, je trouve que le film, au contraire, est mal aimable sur certains moments, parce qu'il est d'une aridité et d'une violence qui est rarement vue, parce il joue sur le calme ambiant de cette temporalité, parce que c'est calme, en fait, effectivement, mais c'est un faux calme, en fait. Il y a carrément des moments où j'ai vu Sonate d'automne, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu... Non, mais attends. Ouais. On laisse parler Nico, et ensuite Je dis rien, mais après on lui abuse tombera pas, quoi. dessus. Après on lui tombera dessus. Mais d'abord laissons-le jusqu'à la fin. C'est pas une comparaison qualitative, parce que de toute façon ça servira à rien. Voilà. Mais il y a une séquence quand même dans le film qui est assez importante et qui moi émotionnellement m'a vraiment encore plus anéanti au deuxième visionnage. C'est la scène où la mère parle avec sa fille. La fille dit à un moment j'aurais pu t'envoyer une croix de mort, ou plein de croix de mort. De toute façon, je crois que tu n'as jamais été. J'ai jamais pensé que tu étais ma mère, quoi. Ah ouais, quand même. Ça, c'est vraiment toute la partie. Alors, en termes de qualité, c'est pas la même chose, mais de la partie de Sonate d'automne où Ingrid Bergman anéantit sa mère de manière bien. Alors, en plus, le film commence avec le même postulat de lieu bien installé où tout va bien, entre guillemets, mais tout va mal finalement. Et il y a quand même des scènes, je trouve, mais d'une dureté vraiment qui moi,
Mais en plus, c'est une dureté silencieuse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'insinue totalement au fur et à mesure du film, où on pense que le film est un. Ce qui est intéressant, c'est que les ballets, la danse, ça fonctionne sur quelque chose de constant et de précis. Quand tu danses, il y a un rythme, il y a des notes, il y a un métronome qui est là. Le film a un métronome, en effet, qui est, qui est tout le temps là. Et il y a un moment, en fait, où le métronome, il est cassé. Il se brise totalement et où le film part dans des espèces de chemins émotionnels qui sont quand même assez forts. Et notamment avec tout ce qui est en lien avec la sensualité dans le film et la sexualité, je trouve qu'il y a des scènes qui, en termes de sexualité, sont assez fortes. Notamment toute la séquence de nuit, qui est une scène, moi, je trouve, en termes de poésie, assez belle et vraiment touchante. Et d'ailleurs, j'ai jamais ressenti ce point de vue bourgeois, en fait, parce que des films bourgeois européens, en effet, il y en a. The Square, par exemple, est un film insupportable, parce que c'est un film qui a un peu les mêmes ressorts, d'ailleurs, parce que c'est un film froid, mécanique, qui là, se moque plus de ses personnages et n'arrive jamais à dépasser ce simple postulat débile. Je suis Vraiment, d'accord avec toi. Vraiment, Ça se moque. je dis un truc, The Square, Ouais, mais c'est naze aussi. Ah, mais ça, c'est peut-être un des films les plus débiles. Franchement, et c'est comme le cinéma de Yorgos Lanthimos, qui est insupportable, pareil, parce que c'est un pseudo-cinéma bien installé, qui se sent plus intelligent que toi, alors que pourtant, je trouve que Ou Paolo Sorrentino aussi, parfois, de temps en Ah temps. putain, quel enfer. Ou Thomas Winterberg aussi. alors, par contre, Panos Lanthimos, moi j'aime bien Panos Lanthimos, mais point commun avec Romain Rimbaud, c'est qu'il n'est pas là malheureusement, mais nous aimons beaucoup Panos Lanthimos, notamment son dernier film Andy, moi qui m'avait énormément touché pour plusieurs raisons très personnelles, qui vont un peu au-delà du cinéma, mais c'est un peu ça aussi, le cinéma, c'est que quand ça dépasse... C'est surtout ça, j'ai envie de te dire. C'est surtout ça, oui, t'as raison, C'est surtout ça. c'est extra cinématographique, le cinéma aussi. Ah oui, ah bah oui. Et justement, moi, le film là, dont on parle, La jeune fille et l'araignée, pourrait totalement avoir les mêmes soucis dont peuvent souffrir The Square ou les films de Yorgos Lanthimos. Moi, personnellement, il y a que vraiment que The Lobster que j'aime bien parce qu'il y a Léa Seydoux dedans et qu'il est bien. Mais il pourrait aller souffrir de ça, mais en fait, non, parce que ce n'est pas un film cérébral. C'est pas un film pseudo-cérébral qui va tassener une morale. C'est pas un film de moralisateur petit bourgeois débile. Au contraire, non, mais ça n'a pas besoin d'être moralisateur pour être. Mais justement, mais voilà, c'est ça, ça n'a pas pourquoi, besoin parce que ça suffit largement avec tous les non-dits. On comprend très vite où ça veut aller, et on comprend et on se laisse porter par le bateau. C'est ça, on est passager. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai ressenti les émotions. Plus d'ailleurs. J'ai un peu ressenti les mêmes problèmes que Lucas au premier visionnage, c'est-à-dire que j'avais des doutes en fait par rapport au film. Et la deuxième fois où j'ai revu, j'ai vraiment eu cette sensation que le film était plus émotionnel que cérébral ou intellectuel. Et moi, je le dis souvent ici, mon Dieu que je déteste ce cinéma intellectuel, parce que le cinéma intellectuel, c'est quelque chose qui... et pourtant, je peux me contredire, parce qu'il y a des films que l'on pourrait dire intellectuels que j'aime beaucoup, mais parce que moi, je trouve qu'il y a plus d'émotions que d'aspects cérébraux dans ces films-là. Et le film, pourtant, pourrait avoir un aspect très mathématique, avec cette ouverture où on a un plan. D'ailleurs, moi, qui m'a beaucoup fait penser à un film que j'adore, d'Ari Aster, qui est... comment il s'appelle ? Hérédité. Hérédité, non, voilà. Hérédité. Et qui s'ouvre sur le même postulat. Hein. L'ouverture d'Hérédité, c'est une maison de poupée. Où on entre dans la maison de poupée, en fait, c'est la réalité. On commence à entrer dans la réalité. Le premier plan du film, mais Hérédité, c'est la fausseté. Non, et en fait, au fur et à mesure que la fausseté, et même effectivement tous ces personnages qui sont des bourgeois, sûrement le film parle par contre de bourgeois, évidemment qu'il parle de bourgeois. Mais je trouve qu'il en parle très bien parce que il y a ce truc insupportable, par exemple, dans le cinéma de Lanthimos dont je parlais, qui parle de cinéma de bourgeois. Par exemple, Canine. Canine, le gros échec de Canine, c'est quand même un film qui parle de bourgeois, mais qui en fait méprise totalement le peuple. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement évident, tellement c'est-à-dire imaginons que le film a
un marteau piqueur et qui te rentre le marteau piqueur dans la tête et qui ne cesse de le faire pendant tout le film. C'est 1h30 de ça. Voir un marteau et peut-être une fossile aussi, si on était un petit c'est un peu. peu ça. Restons C'est un un peu film sur le film sur les films des frères Zorcher et peut-être que Michael. Enfin, vas-y, je t'en prie. J'ai Nico. juste peut-être un truc à répondre à Nicolas, qui est, je vais faire très bref parce que c'est pas tant sur le film, c'est juste une petite nuance qui me tient à cœur que j'ai envie d'apporter quand il a dit que le film pouvait peut-être sembler trop mathématique et pas assez dans l'émotion. Je tiens quand même à préciser parce que c'est un autre sujet qui sera peut-être abordé un autre jour, mais je précise que quiconque a déjà fait sérieusement des maths sait la beauté qu'on peut trouver dans une équation et que c'est pas du tout que l'esthétique des mathématiques, que les mathématiques ne sont pas du tout que le physicien qui n'a pas éprouvé de beauté profonde devant les équations de Maxwell me jette la première pierre. Je précise juste. Non, mais t'as raison là-dessus, par contre. Oui, je précise juste qu'il y a une esthétique des mathématiques qui ne s'oppose pas du tout à l'émotion, et c'est quelque chose que j'entends trop souvent, et je tenais à faire cette nuance. Maintenant, mais t'as raison. Je laisse la parole pour retourner au film. Dans la vie, les relations humaines, les réactions, c'est pas. On est d'accord que il y a une certaine, quand on parle de la froideur mathématique, on parle pas de l'émotion qu'on peut avoir face à la beauté des mathématiques. Là, on parle mais ce que j'entends, c'est que le mécanisme qui découle des mathématiques, enfin, crois-moi, le mécanisme qui découle des mathématiques, pour quiconque a déjà fait, je suis étudiant en physique, c'est pour ça que ça me tient à cœur. Oui, bien sûr. Mais voilà, le mécanisme qui découle, l'automatisme et le mécanisme presque froid, mais qui découle des mathématiques, dans la compréhension de ce mécanisme, je trouve qu'il y a vraiment une profonde beauté, souvent, mais je pense que c'était juste une parenthèse et je pense qu'on peut revenir au film. Mais t'as bien raison. Elle est intéressante. On revient sur Nico et puis ensuite Michael et après je vous pose les deux questions. Mais tu as raison de balancer cette parenthèse parce que oui, en fait, quand je parlais de mathématiques, de froideur mathématique, je parlais de mathématiques en tant qu'objet. Parce que le plan est un objet mathématique et c'est un objet mort en fait dans le film. Et c'est intéressant quand on a justement ce moment dans le film où c'est chaotique, où en fait par un bug on a le chaos. D'ailleurs, moi, même si moi je suis pas trop intéressé par les mathématiques et que j'ai toujours eu un peu de mal avec ça parce que je suis peut-être pas assez dans cet esprit-là. J'ai toujours trouvé par contre qu'il y avait quelque chose d'intéressant avec les mathématiques qui est lié au fait qu'il y a un aspect incertain. Que ce n'est pas du tout cette espèce de truc totalement calculé. Il y a cette part d'incertain. Et moi, je trouve que le bug de ce plan, c'est l'aspect incertain du film. Et c'est là où le film vraiment va vers cette incertitude constante et c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait, on est perdu. Il y a quelque chose d'indicible dans le film qui moi m'a beaucoup plu, quoi. Voilà. Ah, c'est marrant, Samir confirme là, ça fait 2 jours qu'on parle beaucoup de bugs chez Microciné. Le motif du bug est très présent depuis hier. Il est probable qu'on termine sur un William Friedkin et là, ça sera juste génialissime. Michael, je t'en prie. Oui, alors, j'ai peut-être un peu de temps parce que j'ai eu un léger problème de déco, mais c'est bon, je suis de retour. Oui, donc j'ai pas pu écouter ce que disait Arto parce que j'ai eu un problème de connexion. Ah mince. Voilà. Mais j'écoute. De toute façon, je voulais rebondir en partie sur le début quand tu parlais d'hérédité. Et c'est vrai que le parallèle avec hérédité est intéressant parce que dans hérédité, on a la maison de poupée est évidemment également très statique, très bien parallèle, bien faite, bien construite. Et il y a l'horreur qui va instiller un chaos là-dedans, qui va instiller un chaos dans cette famille, dans cette maison. Alors que si on... nous avons un petit souci. Il avait dit au bout d'1 heure, ça commence à flancher. Mais il va revenir, donc j'en suis persuadé. Donc il va revenir. Toujours décevant, Michael. Je vais quand même poser la question. Ah, Michael, il y a eu un petit souci. Ça y est. Donc, oui, j'ai recraché. Vas-y, je t'en prie. T'étais en train de parler de maison de poupée. J'ai coupé où Alors, voilà, si tu es en train, comme disait Lucas, comme disent Lucas et Nico, vas-y. On t'écoute, je t'en prie. Ouais. Donc, et dans La Jeune fille à l'araignée, ce qui modifie cette maison, justement, c'est les enfants. C'est les enfants qui vont dessiner dessus et qui vont se la réapproprier, en fait, qui vont faire d'une œuvre froide, entre guillemets, parce que c'est juste un cube, le plan de la maison, tu vois.
si l'architecture est un art, ça c'est juste un document technique qui n'a pas de vérité artistique, alors que les enfants ils arrivent à se le réapproprier, comme on peut se réapproprier, comme on en parlait aussi hier, de la même façon qu'un enfant peut, avec des rochers, s'imaginer que c'est un dinosaure, ils arrivent à se réapproprier quelque chose de froid et de vide et y donner de la vie en fait. Et c'est cette force en Frankine qui essaye de recréer de façon artificielle le personnage principal. Mais comme le disait Rébois, oui, les aspérités qu'elle crée, elles sont artificielles et d'un côté aseptisées parce que tu ne peux pas volontairement créer un bug. Tu vois, ça s'appelle tu peux faire quelque chose qui ressemble à un bug, mais tu peux pas en créer un artificiellement. Parce qu'un bug, c'est justement vient forcément de l'aléatoire, de l'imprévu. C'est justement ce que je reproche au film, c'est que cet imprévu est trop contrôlé. Tu vois. C'est que cet imprévu, ce chaos semble en fait beaucoup trop contrôlé, beaucoup trop propre. Mais justement, parce pour être vraiment chaotique. Là où, par exemple, Artaud parlait tout à l'heure de Sonate d'automne, quand la dispute explose, quand t'as quand même un chaos qui est hystérique, tu vois, alors que là, on est dans un chaos très propre, très contrôlé. Même les enfants me semble factice. Quoi. Ils sont là pour mettre 2-3 coups de crayon sur le visage. Il n'y a personne qui leur dit à un moment, je sais pas, quand ils te foutent de la peinture sur le visage, il n'y a personne qui dit c'est un peu dangereux, va te laver le visage. Tu vois, ça reste quelque chose de très comment dire, très trop propre en fait, pour justement réussir à retrouver vraiment le chaos que le film veut nous faire ressentir. Je vous pose, en fait, je vais essayer de faire en sorte de réunir toutes les questions que je voulais vous poser, mais je pense qu'il y a possibilité. Je voulais savoir si, selon vous, l'utilisation constante donc de cette musique pop désirless, voyage, voyage, d'un côté, qui est en gros le désir. Voilà, ne pas commencer à tergiverser, on est bien là-dedans. La notion de désir. Et puis d'un côté, il y a, et ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, oui, la valse biélorusse gramophone de Eugène Doga, qui est plutôt dans la mélancolie. Donc, on a le désir, la mélancolie, ces musiques qui sont des éléments de mise en scène. Est-ce que elles sont à l'image de cette mise en scène globale qui est extrêmement dynamique, traduit paradoxalement par une caméra statique, Nico en parlait au début de l'émission, mais aussi par le fait qu'il y ait, et je sais que Lucas n'est pas d'accord avec ça, mais pourquoi pas aussi, c'est important, qu'il y ait aussi, tant mieux, qu'il y ait aussi un travail très fort sur cet enregistrement du réel, sur le temps réel, comme le disait aussi Nico. Est-ce que il y a quelque chose comme ça qu'on pourrait, est-ce que cette force-là, elle se trouve aussi dans ces deux utilisations constantes de la musique, selon vous? Je vous laisse. C'est marrant que tu parles on parlait du film qui soit dynamique. C'est pas le mot que j'utiliserais, parce que je trouve justement il y a quelque chose de l'ordre du statique, mais sans être comment dire, sans être forcément immobile, mais comme le film se déroule, en fait, quand on pense déménagement, on pense bouger des cartons, quelque chose justement de beaucoup plus dans le mouvement, alors que là, tous ces déplacements d'objets, ces choses se font quand même relativement hors champ, et il y a quelque chose qui est, on est vraiment dans l'instantané du temps du déménagement, plus que dans même s'il y a un mouvement dans le film qui va être musical, on reste quand même beaucoup plus mélancolique que dynamique, je trouve. Et pour la question des musiques, au début, bon, ça m'a fait marrer d'entendre Voyage Voyage, parce que je me souviens, même chez les Suisses allemands, ils connaissent, disons, la soupe des années 80 français. Je pense pas que c'était sorti de chez nous. Mais, ils sont francophones, ils sont aussi francophones. Hein, oui, mais c'était là, c'est la Suisse flamande. Mais oui. J'étais un peu, comment dire, il y a ce côté, on parlait cinéma bourgeois, tout ça, c'est ce côté un peu, dolanien, d'utiliser des morceaux pop un peu détournés, des morceaux de trucs vraiment
tout, quoi, mais pour donner une sorte de puissance poétique qui était. C'est pas mal dans le film parce que ça fait un leitmotiv en fait qui revient. Ça commence par les personnages qui chantonnent le morceau, puis après pendant la soirée, la musique est là, puis enfin, quelqu'un qui va la musique en fait revient pendant tout le film, mais ça reste. Je pense que c'est l'autre morceau de classique, je n'ai pas retenu le nom. C'est les valses Biorhys de gramophone du Gène Donga, si je me trompe Mais pas. qui est en contrebalance, Ah oui. ça crée un contraste, mais qui est en même temps pas si fort que ça, parce que même la façon dont, dont on entend Voyage Voyage, à part quand on entend vraiment le morceau complètement, il y a cette espèce d'assez très mélancolique, très lointain en fait du morceau, des gens qui vont le chantonner, qui vont, mais toujours relativement lentement et qui va accompagner tout le film avec le morceau classique. Je trouve qu'au final, il y a pas vraiment Enfin, je n'ai pas senti un contraste énorme entre les deux morceaux et ça rythme, ça fait un leitmotiv qui rythme le film, qui accompagne tout. Et c'était plutôt, c'était pas si, on va dire, c'était pas quelque chose parce que j'ai parlé beaucoup de choses qui m'ont déplu, mais je trouve que pour le coup c'était plutôt bien fait, plutôt intelligemment construit, là où dans d'autres réalisateurs de films d'auteur de ce genre-là moderne. Je pensais, parce que j'ai cité Dolan par exemple, et je pensais ouais, aux Amants imaginaires, qui est aussi un film d'appartement et tout, on est quand même dans quelque chose de beaucoup, de beaucoup mieux là pour le coup dans la jeune fille et la Pierre, Nico, Michael, qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose à rajouter. Bah, par rapport à la question, je vais revenir sur la question. Après, moi, je suis d'accord avec ce que dit Lucas, surtout par rapport à Dolan. Alors, moi, j'ai vu qu'un seul film de Dolan qui est Mommy, que j'aime bien quand même, mais qui me donne absolument pas envie de voir les autres films. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir déjà fait tout le tour de son cinéma en un film, ce qui est assez terrifiant. Mais bon, il faudra quand même que j'essaye. On m'a conseillé un de ses films récemment. Mais c'est vrai que l'utilisation de la musique chez lui, moi, m'avait un peu agacé parce que j'ai trouvé très, très artificielle, en fait, et pas du tout poétique. Sauf peut-être dans une scène de danse avec la mère dans Mommy, qui était plutôt belle, dans mes souvenirs. Ouais. Faudrait que je revoie. Mais moi, je trouve vraiment que l'utilisation, effectivement, de la musique dans La jeune fille et l'araignée est très belle. Et ça fait une ritournelle, hein. Ça rythme la danse, évidemment. On parlait de meneur de danse, mais moi je C'est un mets. peu un refrain en fait. Hein. Il y a un C'est côté un un peu refrain. Mais moi, j'ai pas arrêté de penser à, puisque je l'ai vu au cinéma il y a pas très longtemps, In the Mood for Love, où c'est complètement ça. Il y a toujours un motif musical qui rythme. Mais ça qui toujours rythme. chez Wong Kar-wai, hein, c'est systématique Ah chez ouais, Wong Kar-wai. effectivement, dans 2046 aussi. C'est les deux seuls que j'ai vus pour l'instant, donc c'est un cinéma que j'ai hâte de Qui découvrir. n'a pas eu California Dreaming pendant une semaine dans sa tête après avoir vu Chungking Express? Qui? Je l'ai pas vu. Mais Moi, c'est surtout Happy Together qui m'a marqué. Oui, avec son tango, faut que oui. je vois. Faut que je vois ces films, tu vois. Ça m'intéresse vraiment. In the Mood for Love m'a vraiment motivé parce que j'ai trouvé le film très beau. C'est l'un de ceux que j'aime le moins de Wong Kar-wai, mais les autres sont extraordinaires. C'est In the Mood for Sleep pour moi. Mais... Oh, faut se calmer. Non, mais allez, vraiment, revenons à La jeune fille et l'araignée. Pour revenir au film, du coup, il y a a cette ritournelle. Moi, j'imaginais le meneur du ballet un peu à la baroque avec le bâton qui tape le rythme. Et moi, je trouve ça beau, en fait. Même tous les moments où, parce qu'en plus, il joue avec l'aspect diégétique et extra-diégétique. Et moi, j'aime bien quand la musique joue là-dessus. Et ça crée l'émotion, en fait. Ça crée l'émotion constamment. Et ça crée une mélancolie, en effet. Et comme tu disais, Samir, il y a une opposition entre... En fait, ce qui est intéressant, c'est que la version au piano de Voyage Voyage est totalement mélancolique, parce qu'il y a des gens qui viennent pianoter. C'est la mère qui joue souvent, d'ailleurs. Sûrement un thème qu'elle a entendu avec sa fille quand elle était jeune et qui évoque sa vie, parce que tous les personnages sont prisonniers de leur passé. Hein. C'est un truc assez évident. Tous les personnages sont dans leur passé. C'est-à-dire que le seul personnage qui est dans le présent, finalement, c'est le personnage de la colocataire.
qui regarde tout, qui est dans le présent. Les autres sont constamment dans le passé. On évoque d'ailleurs le fait que c'est une famille séparée, hein, et le père n'est pas là, il ne vient pas. Et elle est amoureuse c'est quoi, c'est déménageur breton, hein, c'est l'équivalent de ça en Suisse. Un déménageur, oui. Voilà, qui vient réparer, enfin bref. Et j'adore parce qu'il y a un moment où magnifique où la mère elle est dans la voiture et il y a la carte de visite j'ai plus le nom du polonais parce qu'il est polonais. Elle touche de manière sensuelle la carte de visite et j'aime beaucoup cette scène parce qu'elle m'a touché. Et c'est la mère qui joue au piano et c'est intéressant parce qu'il y a la mélancolie. Et le seul moment où vraiment on parle de désir avec Voyage, c'est la séquence de la fête, de la pendaison crémaillère. D'ailleurs, moi, ça m'a évoqué mes pendaisons crémaillères. Parce que en plus, c'est marrant, le film tombe à pic parce que j'ai fait un déménagement cet été, donc c'est parfait. Le film tombait pile au bon moment. Et moi, ça m'a évoqué des souvenirs. Même si forcément, on ne vit jamais ce qu'il y a dans un film. Ce qu'on vit dans un film, ce qu'on vit par rapport à un film qui nous évoque des souvenirs et du passé, et du vécu, c'est le regard du film. Mais c'est pas les faits. C'est comment le cinéaste va filmer les choses. Et c'est pas du tout parce que ça ne relève pas l'histoire. En plus, c'est un truc purement scénaristique, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment la caméra va créer du désir et comment la caméra va créer de la transmission de sensations. Et là, moi, je parle purement en termes de sensations. Et le film, moi, m'a créé des sensations que j'ai pu retrouver lors de soirées, lors de trucs que j'ai vécu. Par exemple, moi, je m'identifie beaucoup à la colocataire parce qu'elle déambule et moi j'aimais bien déambuler dans les soirées, j'aimais bien faire le point en fait, comme un cinéaste d'ailleurs, avec une caméra. Je faisais le point, je faisais le tour de la soirée. Je regardais, il y a une soirée qui a été assez drôle récemment que j'ai faite chez un ami et en fait j'ai pas arrêté de regarder, j'ai fait même la cartographie de son appartement parce que j'étais fasciné par son appartement. Et ça, c'est un truc que je retrouve dans le film qui m'a vraiment touché, en fait, qui en termes d'association est vraiment cool. Et cette idée de ritournelle, de musique qui se répète, c'est un truc, on a l'impression qu'on est dans une fête constante. Parce que dans une fête, il y a toujours la musique. La musique est toujours là, parfois elle s'arrête, parfois elle reprend, parfois on change de morceau aux dépens des autres, bien sûr. Et en fait, on vit tout ça. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que la musique dans le film, elle accompagne la vie, elle est vraiment purement organique. Elle n'est jamais, même quand elle est extra-diégétique, elle n'est jamais dans une idée de distanciation. Elle est là pour accompagner les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, qui m'a plu dans le film. En tout cas, je pense qu'on a, à mon avis, on n'a pas forcément fait le tour de la question, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le film. Le film est sorti le 20 octobre dernier. Il a été distribué par Wena Pitch et réalisé donc par deux frères ils avaient fait déjà un premier film que je n'ai pas vu, qui s'appelait L'étrange petit chat, qui était sorti en 2013, que je n'ai pas eu l'occasion de voir malheureusement, qui a bénéficié d'une ressortie récemment dans le cadre de la projection du second. Le film donc s'appelle le second La jeune fille et l'araignée. C'est réalisé par Ramon et Sylvain Zurcher et ça reste un film important de l'année 2021 et c'était aussi important d'en parler de vous écouter, surtout en parler et c'était plus que plaisant, c'était assez passionnant. Merci beaucoup à Lucas, à Pierre, Michael et Artopolis. Dans le descriptif de cette vidéo, bien évidemment, vous retrouverez les liens respectifs de leur chaîne YouTube. Pour Lucas et Arto, c'est Scope le podcast, et pour Pierre et Michael, c'est indiqué, c'est comme dans le port salut, comme dirait l'autre, la table en formica. Voilà, donc des vidéos qui, à mon avis, vont arriver bientôt. Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir ça c'est tout à fait logique, je pense. Et je pense que dans les prochaines semaines, ce genre d'émission sera renouvelé, peut-être même avec d'autres, peut-être même en mélangeant aussi, peut-être on va voir avec Jules et Valérian de paroles. Enfin, on va voir. Maintenant, voilà, il se passe il y a des gens qui sont là, vous, d'autres, et c'est intéressant aussi. Comme dans le film.
en fait. Exactement, de vous écouter parler de ces films-là, ou voire même de d'autres films, et juste pour avoir le plaisir de savoir comment vous l'avez pensé de tout ça. Voilà. Merci à vous, c'était vraiment un plaisir, et j'espère qu'on se retrouve Merci à toi pour l'invitation. mais très En vite. effet, Merci à Merci. toi. Merci à Allez, toi. générique, c'est parti. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle